Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous savoir, toujours nombreux à regarder la matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Au sommaire de l'actualité ce jour, les États-Unis avec Donald Trump qui refait parler de lui, le candidat milliardaire aux primaires républicains, voudrait donc fermer la porte des États-Unis aux musulmans pour éviter, bien évidemment, de vivre encore des événements comme celui du World Trade Center en 2001. Nous parlons aussi de la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, qui est visé par un mandat d'amener à Paris. Nous essaierons de comprendre, bien évidemment, ce qui se passe, tout comme la situation qui prévaut en ce moment du côté du Burundi, où ça bouge chez Pierre Nkurunziza, qui devrait, au terme d'une assise importante ce jour, prendre des résolutions pour mettre un terme à la violence qui refait surface au quotidien. Nous parlerons aussi des régionales en France, avec la montée en puissance du Front National et surtout ces accusations envers Nicolas Sarkozy que certains estiment comme étant bien évidemment l'auteur de la montée en puissance du Front National. Nous marquerons un temps d'arrêt au Cameroun pour parler des marchés publics et de cette innovation qu'entend porter le ministre Abba Assadou. Ça sera avec Serge Mondet. Bonjour. Bonjour, Louis Roger Noadieu. Alors, on est dans une phase d'innovation. Chaque département ministériel voudrait un peu innover, assainir son département ministériel. Mais pour ce qui est des marchés publics, Abba Assadou apporte l'innovation. Vous le dites si bien, c'est une innovation qui est apportée par le ministre des Marchés publics. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il s'agit là des niches de corruption qui sont ainsi mises à nu par le patron du département ministériel, qui est celui des marchés publics dans notre pays. Abba Assadou a donc séjourné dans la capitale économique du Cameroun, à Douala, où il a, au cours d'une rencontre, dit clairement la volonté même de pouvoir désormais proposer les marchés publics en ligne et que les entreprises ou alors les bénéficiaires de ces marchés-là puissent souscrire de manière officielle et qu'une ligne soit également prise en compte dans la publication. Donc on estime désormais le e-procurement, qui est une nouvelle forme de mise en ligne des marchés publics au Cameroun, pouvant permettre à plusieurs soumissionnaires, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Une nouvelle initiative qui vient rebooster un peu la volonté des pouvoirs publics à voir un peu plus dans la passation des marchés publics. On sait également que c'est un secteur névralgique assez important et qui participe à la relance économique du Cameroun. Le président de la République l'a dit clairement qu'il ne comprend pas la forte corruption, entre guillemets, qui pourrait exister dans le secteur des marchés publics au Cameroun, où le ministre Abba Assadou veut donc être en phase avec les instructions donc, de la hiérarchie gouvernementale. C'est l'une des raisons forcément pour laquelle elle est venue à Douala expliquer désormais à ces entreprises-là que lors de la passation des marchés publics, tout le monde pourrait souscrire. Et si vous avez la chance de vous voir attribuer ce marché public, donc il n'y aura pas à se plaindre du fait que la passation des marchés se soit ainsi opérée de manière assez distraite. Alors là, ça va permettre qu'on ait une traçabilité et que désormais l'on puisse savoir véritablement qui fait quoi. Mais est-ce que ça va empêcher que les chantiers ne soient abandonnés comme généralement c'est le cas? Ce qui est aussi bien dans cette mesure qui peut être prise, il faut qu'on mette un accent particulier sur la qualité même des soumissionnaires de ces marchés-là et sur les garanties que présentent ces soumissionnaires. Beaucoup de ces personnes qui sont donc engagées dans l'obtention de ces marchés publics, parfois non des entreprises qui n'existent que dans le sac, donc de manière matérielle. On ne peut pas déterminer quel type de travail peut effectuer cette entreprise, ou alors les références parfois qui sont un peu biaisées, mais avec le concours de plusieurs responsables administratifs, les mêmes personnes réussissent parfois à avoir les mêmes marchés publics, ont réussi à leur donner encore du travail, alors que par le passé, ils n'ont pas réussi à convaincre. Ils ont même échoué là où ils ont été programmés pour réussir. C'est une interpellation, c'est une invite pour le ministre chargé donc des marchés publics de regarder un peu plus. Le tout n'est pas seulement de passer les marchés, mais de voir si ces marchés pourraient arriver à leur terme au niveau de ceux qui sont chargés donc de les exécuter. Vous savez, un marché, parfois, il suffit d'avoir, et ça passe par des cartons, par des bons de commande qui sont assez
important. Mais dans d'autres marchés, hein, ça dépend de ceux qui sont engagés dans le financement même de ces marchés-là, ceux qui subventionnent les marchés, afin de voir un peu comme l'État, dans le cas d'espèces, reste une véritable garantie s'ils peuvent rentrer en possession donc de leurs moyens. Ce qu'on va aussi dire, c'est de comprendre un peu cette nouvelle dynamique, cette nouvelle option. Et lorsqu'on sait encore que le processus de passation des marchés publics obéit à des règles essentielles et que les différents comités, dont membres de comités qui sont donc issus au niveau de ces passations des marchés, viennent de différents départements ministériels, notamment si c'est dans le cas des travaux publics, si c'est le cas, par exemple, l'assistance des membres de la primature qui sont ainsi cooptés pour assister à ces différentes passations des marchés, le cas des membres de la présidence de la République même qui sont impliqués. Et est-ce qu'il est normal que toutes ces personnes qui sont ainsi citées pour assister à la passation de ces différents marchés-là ont réussi quand même à comprendre que la sous-consommation, pour le cas du budget de versement public, n'est pas respectée. On a parfois un taux qui a du mal à atteindre les 50% dans l'exécution physique même de ces marchés. Pourtant, le taux de consommation, il atteint parfois les 80, 90, voire pour ne pas dire 100%. Donc les gens ont pris de l'argent parfois, mais n'ont pas réussi à aller au bout des objectifs qui ont été fixés dans le marché qui leur est attribué. Alors c'est une innovation, mais le problème fondamental est celui, n'est-ce pas, de la formation à l'outil Internet. Est-ce que tous ces opérateurs économiques-là auront réussi en temps opportun à maîtriser l'outil informatique? Et ça remet un peu au devant de la scène la question de la formation, la question de la structuration même de ces entreprises-là. Combien d'entreprises soumissionnaires des marchés dans notre pays, le Cameroun, sont connectées sur Internet? Combien ont un site Internet? Combien présentent leurs offres à elles sur la plateforme, donc sur la toile? Ce n'est pas très évident. Non seulement beaucoup ont du mal à s'arrimer à l'outil informatique, est-ce qu'on peut avoir la possibilité de penser aujourd'hui que ces entreprises, donc que ces responsables-là, iront de manière spontanée sur le site Internet donc, du ministère des Marchés publics pour voir effectivement ce qui est proposé là-bas dans ce sens-là. Donc c'est toute une école, c'est toute une pédagogie qui demande que ces responsables-là soient mieux formés. Maintenant, le tout n'est pas de proposer donc, le e-procurement, qui est une nouvelle forme donc, de passation des marchés publics au Cameroun, une innovation pour le ministère des Marchés publics, mais c'est de voir les mesures d'encadrement qui sont tout autour de cette gestion-là. Est-ce qu'on aura la possibilité de proposer une offre au niveau donc, de ces différents marchés publics? Est-ce qu'il y aura traçabilité véritable? Vous l'avez indiqué, à un moment, ça peut être fait, mais si la machine venait à trahir et que vous avez soumissionné un marché, que si tout reste virtuel et que par la suite, on n'a pas le retour de ce qui a été fait, on pourra dire désormais que vous n'avez pas été parmi ceux qui ont peut-être proposé une meilleure offre pour l'obtention d'un marché quelconque. En tout cas, on fait confiance à ce système informatique et à cette nouvelle vision du ministère des Marchés publics qui voudrait un peu plus mettre en avant la clairvoyance et aussi le sens de responsabilité de ces soumissionnaires des marchés publics, en disant bien entendu que ceux qui n'auront pas, on espère qu'il y aura des articles qui vont encadrer ces nouvelles mesures, que ceux qui ne venaient pas à respecter les marchés qui leur seront attribués, non seulement ils pourraient être rattrapés par la justice camerounaise, mais ne pourront plus faire l'objet de l'obtention d'un marché ou alors d'une offre allant dans ce sens-là. Donc c'est le cas également aujourd'hui d'interpeller le ministre des Marchés publics, notamment sur ceux qui ont soumissionné des marchés il y a bien longtemps dans notre pays. On connaît beaucoup d'entreprises qui ont soumissionné des marchés, mais n'ont pas exécuté dans le cadre des délais qui leur étaient impartis, mais par la suite, lorsque ces entreprises sont rattrapées par des sanctions, ces mêmes gens changent simplement de dénomination. Donc, les entreprises changent de nom. Parfois, ça porte même le nom de leurs membres de famille. Et les nominations des entreprises également changent. On repart. Pourtant, ceux qui sont chargés donc de participer efficacement au dispatching de ces marchés publics-là, ceux qui participent à la mise en œuvre de ces marchés-là, connaissent effectivement, voire même physiquement, qui sont ceux-là même et qui sont derrière telle entreprise et qui revient encore soumissionner un marché ou tel autre, pourtant qui était suspendu par le passé pour n'avoir pas respecté le cahier de charges qui lui était attribué. Merci Serge Bondien. Patrick Christian Dao, bonjour. Bonjour Louis Loger, bonjour à Serge et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, heureux de vous retrouver ce matin. Après le plaisir est partagé, vous une absence justifiée. Oui, tout à fait justifiée. Nous le disions d'emblée ici, autant nous avons un regard sur ce qui se passe ailleurs, au-delà de nos frontières, autant nous allons aux sources pour montrer aux yeux du monde ce qui se passe chez nous et dans la profondeur de notre pays. Et ça, c'est pour très bientôt. Alors, nous allons parler à présent de la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro, qui est donc visé par un mandat d'ABD à Paris. C'est quand même une autre situation qui va alimenter les débats et voire même la polémique
sur l'échiquier politique national et voire même international. Oui, j'espère simplement qu'on ne va pas frôler un incident diplomatique entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est un mandat d'amener aujourd'hui qui, dans la suite logique de la procédure, ferait suite à la non-réponse d'une convocation adressée à Guillaume Soro, convocation déposée à son domicile parisien. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que le plaignant ici n'est autre que Michel Gbagbo, le fils de Laurent Gbagbo, qui avait été interpellé suite à la crise post-électorale en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Et dans cette plainte-là, il se revendique d'avoir été séquestré. Il faut se rappeler que c'est en avril 2011 qu'il avait été pris par les éléments des forces armées, les nouvelles forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui en ce moment-là étaient alors considérés comme des rebelles avant la reconstitution. Donc, forcément, une convocation a été déposée au domicile de Guillaume Soro, qui manifestement n'était pas là. La juge d'instruction en charge de la question a donc dépêché les forces de sécurité, malheureusement, qui n'ont pas pu retrouver Guillaume Soro chez lui. Il faut rappeler quand même que Soro, présent en France en tant que président de l'Assemblée nationale, dit, en tout cas par la voix de son avocat et de son entourage, bénéficier de l'immunité. La question ici se pose justement dans le jeu et les échanges entre les deux avocats, ce qu'il faut prendre en compte. Est-ce une volonté d'impunité ou bien une réelle problématique d'immunité? Mais c'est un véritable problème. On a parfois l'impression qu'entre les considérations diplomatiques et les procédures judiciaires qui sont parfois enclenchées sur le territoire français, et notamment contre les responsables africains, autant pour moi, ne prennent suffisamment pas en compte les calendriers, les raisons. On a déjà vu ce scandale-là avec un officiel de la présidence gabonaise il n'y a pas très longtemps. Cette fois-ci, c'est Guillaume Soro. On n'ignore quand même pas que Guillaume Soro est la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, et qu'officiellement, actuellement, il est en mission en France pour la COP21. Alors, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça présage? Toujours est-il que les éléments clés doivent être ceux-ci. Michel Gbagbo a déposé une plainte pour séquestration après la crise post-ivoirienne. Le juge d'instruction a envoyé une convocation chez Laurent Gbagbo qui n'a pas eu de suite. Et ensuite, elle a émis un mandat d'amener parce que le juge entend écouter Guillaume Soro sur cette question. Maintenant, il y a quand même une crise, même si elle n'est pas une crise perceptible à grande échelle, c'est quand même une inquiétude parce que cela peut frôler un incident diplomatique. Imaginez-vous, le président de l'Assemblée nationale est interpellé à Paris pendant la COP21. Ça ne va pas être très gai de toutes les façons. En tout cas, ça ne va pas être très gai. Élie Smith, bonjour. Bonjour, Louis Roger. Alors, c'est une situation quand même qui nous amène à réfléchir, à aller même au-delà de l'acte qui est posé par ce juge d'instruction français. Est-ce que ce n'est pas déjà le rouleau compresseur qui se met déjà en branle pour écraser le faiseur de roi d'hier? Exactement, ça se fait comme ça parce que je comprends le problème de l'immunité diplomatique et que tu peux tout citer, mais il faut savoir qu'on peut tout dire, on peut admirer Ouattara. Moi, je suis un grand admirateur de Ouattara, mais on ne peut pas refuser de savoir que les gars ont commis des graves actes de violation des droits de l'homme et qu'il faut qu'ils payent. Et si les juges français agissent comme ça, c'est parce que dans leur propre pays, ils sont des dieux, on ne peut pas les toucher. Mais la France, c'est un pays où tout le monde peut venir. Donc, je crois que c'est le rouleau compresseur qui est en train d'être mis en place. Déjà, pendant les élections présidentielles, vous avez suivi un peu les déclarations de Jacques-Marc Simon, qui est un peu le parrain, celui que Sarkozy avait mis là, qui supportait tout ce que Alassane Ouattara et Guillaume Soro étaient en train de faire. Pour moi, je n'ai pas de sympathie si dans son propre pays, il y avait le respect, si la justice était respectée. Je ne crois pas qu'on devait les ridiculiser. On ridiculise les Africains. Vous avez parlé du cas de du directeur du cabinet de Omar Bongo, Ali Bongo. Oui, pardon, c'est la même chose. Hein. Là-bas, on appelle une république, mais en réalité, c'est un royaume. Le père meurt, le fils prend la place. C'est simplement parce que dans ce pays-là, nos pays sont des républiques bananières. Quand on essaye un peu d'être respectueux, si on respecte la loi chez nous, les autres gens vont nous respecter. Donc voilà un peu, quand tu ne te respectes pas, n'estime pas, il ne faut pas que les autres te respectent. Alors, est-ce que Patrick Issan-Dovo, c'est pas aussi redonner un peu de l'espoir à Laurent Gbagbo, que l'on sait incarcéré à la CPI? Est-ce que quelque part,
ce n'est pas de susciter un peu la sympathie de cet ancien chef d'État pour ce qui est bien évidemment de la part de ses sympathisants. Pourquoi c'est à ce moment précis que cette plainte intervient? Ben écoutez, on pourrait prendre ça d'un premier degré et dire que la solidarité socialiste se manifesterait entre une gauche actuellement au pouvoir, même si mal en point en France, et Laurent Gbagbo lui-même membre de la Socialiste Internationale. Mais je veux dire que ce que nous on a peut-être de différent avec les chancelleries occidentales et les gouvernements occidentaux, c'est que là, il y a une suite et il y a une continuité dans la gestion des affaires publiques. Il ne faut pas quand même oublier que la France a été la cheville ouvrière de la prise du pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara, avec Guillaume Soro, qu'on a toujours taxé d'être finalement le leader des rebelles, hein, même si quelques-uns disent sous finalement le financement et le soutien de Ouattara avec tous ses partisans. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, c'est des faits historiques, visibles, qu'on a constaté, l'implication réelle de la France dans la prise de pouvoir, n'est-ce pas, de Ouattara, aujourd'hui, avec le président de l'Assemblée nationale, qui n'est autre que l'ancien Premier ministre, qui a été Premier ministre sous Gbagbo, avant de le devenir sous Ouattara, ayant été le chef des rebelles dans cette partie, en tout cas l'aile qu'on a présentée politique. Hein. Bon, maintenant, est-ce que la France veut nous donner, ou bien veut nous faire croire à une amnésie soudaine, où finalement on se réveille aujourd'hui pour voir les implications de Guillaume Soro qui n'ont pas été vues. Moi je crois pour simplement tempérer un peu cette prétention qui voudrait qu'on soit dans une dynamique qui pourrait attirer la sympathie de Laurent Gbagbo. Je pense simplement que ce qui ferait mieux aujourd'hui, ce qui ferait du bien aujourd'hui à Laurent Gbagbo, c'est certainement beaucoup plus de savoir qu'il est libre, qu'il a la liberté de ses mouvements, que d'avoir ce simulacre-là qui frôle une mise en scène théâtrale comme on a l'habitude de le voir et qui ferait croire que c'est une sympathie vis-à-vis de Gbagbo. Non, à la vérité, j'ai bien envie de plaider pour les libertés, j'ai bien envie de plaider pour les libertés et le respect des droits de l'homme, mais je suis convaincu que cela participe de ces multitudes de distractions, de ces multitudes de formes, finalement, de mea culpa voilée, alors qu'à la vérité, on est dans la même dynamique. Qu'est-ce qui s'est produit aujourd'hui pour que Guillaume Soro soit inquiété et qui n'aurait pas pu se produire hier? Il me semble que rien, et la France continue d'être dans la même logique de tirer de grands dividendes de la Côte d'Ivoire, et ce n'est pas demain que ça va changer. Guillaume Soro, qui n'est pas encore sorti d'auberge, hein, puisqu'il est également cité dans un autre dossier au Burkina Faso, ce coup d'État manqué du 16 et du 17 septembre dernier, ça veut dire qu'il n'a pas certainement le sommeil depuis un bon bout de temps. Oui, il n'a pas de sommeil, il ne peut pas avoir de sommeil parce que beaucoup de gens, d'abord la manière qu'ils se sont comportés quand ils ont gagné le pouvoir, ils se sont comportés en vainqueurs, la réconciliation n'a pas réussi. Et maintenant, encore cerise sur le gâteau, on découvre qu'il alimente, ou peut-être c'est le paravent, hein, parce qu'il ne peut pas agir sans l'accord de Alassane Dramane Ouattara. Donc comme c'est un fidèle loyal de Ouattara, il est accusé d'avoir commandité ou soutenu le coup d'État. C'est tout à fait aussi normal. Ce sont les gens qui lui ont aidé à prendre, le pouvoir. C'est un peu le retour de l'ascenseur. Mais malheureusement pour eux tous, ils ont cru à un moment, comme il y avait des problèmes en Europe, que l'Europe devait peut-être se désengager ou ne pas avoir une visibilité vis-à-vis de ce qui se passe. Ou ils ont cru qu'il devait avoir ce que j'appelle la jurisprudence Nkurunziza, mais ils ont tombés dans un piège. Donc, Guillaume Soro, je pense qu'il faut qu'il demande pardon. Mais de l'autre côté, je crois que le nouveau président de du Burkina Faso doit aussi être un fin manœuvrier. La Côte d'Ivoire, c'est un pays important pour le Burkina Faso. Et ça ne sert à rien. Il faut qu'on l'expose, oui, mais la réalité viendra qu'il faut qu'il soit réaliste et je crois qu'il a l'expérience. Les deux pays sont importants, ils sont imbriqués et le Burkina Faso a besoin de l'apport de la Côte d'Ivoire. D'abord, une année ou 2 années sans rien, navigation en vue, il y a des problèmes aigus politiquement, économiquement au Burkina Faso. Donc, il faut vraiment qu'ils se mettent à table pour travailler au lieu de se mêler dans des petits, ce que j'appelle des distractions. Voilà. Et un autre rendez-vous qui n'est pas une distraction, c'est bien évidemment ce rendez-vous du chef de la diplomatie burundaise avec l'Union européenne. Il y a des échanges importants ce jour au sujet bien évidemment de cette crise qui perdure du côté de Bujumbura.
Pierre Nkurunziza est resté ferme sur sa position. Il va recevoir Thomas Yayi Boni. Le rendez-vous a été annulé pour des questions d'indisponibilité du président Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'il n'est pas en train de gagner? Je ne crois pas, lui, Roger. Vous savez, la diplomatie internationale, c'est un monstre froid et qu'il ne peut pas tenir. Pierre Nkurunziza ne s'appelle pas Hugo Chavez Frias ou Robert Mugabe. Parce que ces individus ont défié la communauté internationale parce qu'ils avaient des soutiens non pas uniquement national, mais sous-régional. Le cas de Pierre Nkurunziza, il peut ronronner comme il veut, on le laisse un peu, mais il n'a pas, je crois que ça ne va pas le servir. Parce que je crois que l'histoire est quelque chose qui est très têtu. Il faut qu'il apprenne des erreurs commises par son grand frère, le général Juvenal Habyarimana, qui est de la même nationalité que lui. Et bon, on veut l'appeler des tribus, c'est un Hutu aussi comme lui, qu'il apprenne de ses erreurs. Donc, le fait de refuser de recevoir Boni Yayi, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé en 1997 au Congo-Brazzaville. Pascal Lissouba a perdu le soutien de la communauté internationale uniquement parce que quand Bongo a voulu les convoquer pour une médiation, il a refusé. Il a dit aussi, comme vous avez dit, calendrier occupé, mais on a découvert qu'il était parti à Kinshasa et après aller faire venir les rebelles de UNITA pour l'aider, et que faire venir les rebelles de UNITA contre Sassou, contre n'importe qui, devant José Eduardo dos Santos, c'est comme agiter le chiffon rouge devant un taureau. Donc il a eu ce qu'il a eu. Donc Pierre Nkurunziza est en train de commettre une erreur. Ça sert à quoi? Il fallait qu'il reçoive M. Boni Yayi, comme il a fait avec Samantha Power, peut-être après revenu à ce qu'il a dit. Mais le fait qu'il refuse, ça veut dire qu'il est en train de snober, pas uniquement la communauté dite internationale, même ses propres pairs du continent africain qui ont décidé de lui désigner. Donc je crois qu'il est en train de creuser son tombeau. Et pour moi, celui qui ne l'admire pas dessus, je suis très content. J'attends seulement qu'on va l'enterrer. Alors, Patrick Christian, d'abord, l'Union européenne et le Burundi devront certainement se retrouver ce matin pour essayer de s'entendre sur un certain nombre de points. Par exemple, la sécurité des journalistes, la rouverture de certains organes de presse et une radio, l'unique radio privée qui émettait, qui a été fermée. Est-ce que vous pensez que tout cela va concourir à ce que la paix revienne? Bah écoutez, vous savez, quand on est dans une situation de crise comme celle que vit le Burundi aujourd'hui, la moindre possibilité qui s'offre en termes de négociation doit être prise avec beaucoup de sérieux. Donc, il y a quelques semaines, ça n'était pas à l'ordre du jour, une éventuelle concertation entre l'Union européenne et le pouvoir de Bujumbura. Aujourd'hui, c'est fait. Une forte délégation, n'est-ce pas, du pouvoir de Nkurunziza se rend à Bruxelles pour ces négociations, ces concertations avec l'Union européenne. Mais il sera peut-être enterré, Pierre Nkurunziza, comme le dit Elie, mais je n'ai pas la certitude que c'est un enterrement qui est pour demain. Parce que quand on regarde un peu la structure de ce qui se passe au Burundi, il y a une crise profonde, c'est vrai, il y a une divergence de point de vue sur beaucoup d'éléments, mais il faut reconnaître de manière honnête que Nkurunziza et ses partisans tiennent encore les rênes d'une bonne partie de ce qui peut être considéré comme étant le pouvoir et la légitimité, n'est-ce pas, burundaise. Maintenant, est-ce que cette rencontre à Bruxelles va permettre de revenir à un certain nombre de standards, tout au moins au point où on en était avant la profonde crise? Je ne crois pas trop. Il y aura certainement des choses qui vont être cédées. Il faut reconnaître quand même que la contribution de l'Union européenne dans la coopération entre les deux pays participe à presque 30%, un peu plus de 20-25% du budget national du Burundi. C'est énorme. D'où cette oreille attentive que le pouvoir de Bujumbura doit quand même pouvoir adresser avec l'Union européenne, parce que perdre environ 30% de son budget dans des conditions comme celle-ci, de tensions et autres, ça n'est pas évident. Et puis, cette annulation de la mission annoncée de Yayi Boni peut aussi être véritablement très mal considérée comme par les pays de l'Union africaine qui ont donc décidé ou bien mandaté Yayi Boni pour aller en médiateur dans cette crise. Mais il ne faut pas seulement voir dans ce refus, même si officiellement c'est un calendrier chargé qui est évoqué par les officiels de la présidence burundaise,
il ne faut pas seulement voir un entêtement de Nkurunziza dans cette situation. C'est vrai, c'est l'Union africaine, mais n'oubliez pas, mon cher Elie et lui Roger, qu'il y a aussi une organisation sous-régionale en Afrique de l'Est qui avait déjà mandaté le président ougandais Yoweri Museveni pour être le mandataire. On annonçait d'ailleurs la reprise de cette concertation avec le soutien des États-Unis qui avaient accordé leur aval à l'Ouganda pour venir dans ces médiations. Est-ce que l'Union africaine, en le faisant, est de concert avec l'organisation LICAD, n'est-ce pas, des pays de l'Afrique de l'Est? Je ne pense pas trop. Et quelques indiscrétions dans quelques-unes de nos recherches font état de ce que justement les pairs de la sous-région ne seraient pas très d'accord de cette émission qui n'a pas forcément eu l'aval, n'est-ce pas, des présidents de la sous-région. Et quand on sait que cette médiation de l'Ouganda avait été soutenue il y a 2 semaines simplement par les États-Unis, on peut aussi se poser des questions de ce côté-là. Est-ce que c'est simplement un autre fait d'armes ou bien une caprice banale encore de Nkurunziza, ou bien derrière, il y a des relents diplomatiques qui, de manière polie, auraient amené la présidence de la République au Burundi à décliner l'offre ou bien à prétendre, parce que jusqu'ici, on n'a pas eu l'annonce d'un calendrier ou d'une date de report de cette éventuelle médiation. Donc, certainement, il doit y avoir des couacs et des confusions au niveau de l'harmonisation ou alors de la symphonie dans la médiation de cette crise burundaise. Et peut-être que les jours à venir vont finalement nous permettre de comprendre un peu mieux sur ce qui pourrait être considéré comme cette crise diplomatique que le Burundi a finalement planquée à l'Union africaine. Alors, Elie, il y a également un autre aspect qu'il faudrait peut-être relever ce matin, c'est celui consacré évidemment au dialogue inclusif qui semble être une priorité pour l'Union européenne, tout comme le désarmement, la justice sociale. Est-ce que dans un contexte de crise pareil où on demande à ce que l'opposition et le parti au pouvoir se retrouvent pour discuter, est-ce que c'est possible de réussir tout cela? Non, c'est ça aussi, vous savez, le problème de l'Union européenne est que, oui, ils sont proches de nous, mais aussi distants. Il y a des réalités africaines qui ne comprennent pas. Comment voulez-vous qu'il y ait un dialogue inclusif avec ton bourreau? Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut tout dire, on peut peut-être haïr Pierre Nkurunziza, on peut savoir que c'est lui le mal du Burundi, mais de l'autre côté, les vrais acteurs de l'opposition, on ne les connaît pas encore officiellement. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc il y a un dilemme là-bas. Parce que, si on les connaissait, est-ce qu'en venant face à leur bourreau, ils seront en sécurité, ou du moins leur famille? Maintenant, comme on ne les connaît pas, c'est là qui est difficile. Je crois que ce que l'Union européenne devait faire est d'avoir un envoyé spécial qui maîtrise bien la réalité du terrain. Donc ça veut dire, et aussi voir s'il y a l'aval des pays de la sous-région. Parce que le Burundi a des problèmes avec le Rwanda. Officiellement, il n'a pas de problème avec l'Ouganda, mais on sait qu'il y a des problèmes avec l'Ouganda, qui sont les pays majeurs de la sous-région. Et c'est eux qui tirent les marrons au feu là-bas. Donc je pense que premièrement, il fallait d'abord consulter la région est-africaine pour en savoir que Pierre Nkurunziza n'a eu la vie sauve uniquement parce que Jakaya Kikwete n'avait pas accepté qu'on le garde à Dar es Salaam. Parce que les Rwandais et les Ougandais, quand il était là-bas, on avait dit c'est fini. Mais grâce à Jakaya Kikwete, il est venu. Donc le problème, je le comprends aussi, Pierre Nkurunziza, son soutien principal n'est plus au pouvoir. Le nouveau président de la Tanzanie, il est en train de scruter pour voir là où il se met. Est-ce qu'il serait avec les Rwandais, les Ougandais et les autres? Et puis le Kenya, les Kenyans n'en parlent pas beaucoup parce que le Kenya, quand même, contrairement à d'autres pays, c'est quand même une démocratie. Au Kenya, on ne peut pas prendre des décisions à l'emporte-pièce comme on peut prendre au Rwanda ou en Ouganda. Donc, c'est un peu difficile. L'Union européenne parle de justice sociale. C'est encore montrer qu'il ne maîtrise rien. Comment veux-tu une justice sociale dans un pays qui est difficile comme ça? Donc, c'est un peu difficile. Je pense que l'Union européenne, peut-être, devait adopter l'approche américaine, nommer un envoyé spécial là-bas, et essayer d'abord d'avoir les points de vue des leaders de la sous-région, comme les États-Unis ont fait il y a 2 semaines. Et puis, ils ont là où ça fait mal. Soit ils agissent à l'immédiat, ils menacent le problème de sanctions économiques, et puis le Burundi va marcher. Donc, je trouve que l'Union européenne doit un peu travailler et revoir sa stratégie sur le Burundi. Merci Elie Smith. On va aller tout de suite du côté des États-Unis où le milliardaire Donald Trump vient encore de faire parler de lui en prenant une autre décision.
qui est celle de fermer la porte des États-Unis aux musulmans parce qu'ils voudraient plus revivre cet attentat de 2001 avec l'effondrement des 2 tours jumelles du World Trade Center. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est politiquement correct? Politiquement correct, non. Je sais que les démocrates et les autres gens vont en parler, mais ce monsieur, les gens lui ont insulté, on lui a dénigré depuis que bon, mais quand même, il est en train de toucher la fibre des Américains. Je crois que hier soir, on a parlé dans la soirée de l'information, comme en France ou aux États-Unis, donc dans les vraies démocraties, même ici au Cameroun, les gens sont fatigués, les gens qui ont comme pour profession politiciens. Les gens sont fatigués. Les gens maintenant commencent à vouloir les gens qui sortent de l'ordinaire. Donc par exemple, un homme comme Donald Trump, il n'a pas d'expérience politique qu'on connaît. C'est un businessman, c'est un magnat de l'immobilier. Et son challenger, ou le second pour le moment, c'est un médecin, un neurologiste, il s'appelle Ben Carson. Et tous ces 2 individus ne sont pas les politiques traditionnels. Donc voilà, maintenant, la mesure de Donald Trump peut paraître populiste, mais va voir ce que les sondages donnent. Parce que même au sein du Parti républicain, à un moment, on considérait lui mettre hors jeu. Mais on a découvert que si on le fait, c'est donner un boulevard encore aux démocrates. Donc, je crois qu'ils sont en train de revoir leur position. Politiquement, ce n'est pas bien pour répondre à votre question, parce que dire qu'on ne veut pas quelqu'un sur base raciale ou religieuse, ce n'est pas une bonne chose. Mais je pense qu'on ne doit pas se voiler la face. Hein. On a parlé, c'est quoi, c'est Christian qui avait dit, l'acte posé à Paris par ces gars du Daesh ou État islamique, selon l'appellation qu'on veut, va jouer quelque chose d'extraordinaire. Et puis l'acte dernier qui vient d'être posé à San Bernardino, c'est ça un peu comme le cerise sur le gâteau ou la goutte qui déborde le vase. Donc lui, il joue sa carte, il est populiste, il a dit qu'il va faire la politique autrement et c'est que les Américains veulent. Ce n'est pas la première fois. On a vu la dernière élection quand il y avait McCain, son challenger était Sarah Palin. Les gens se sont moqués d'elle, mais on a vu comment Sarah Palin avait harangué la foule. Les États-Unis ne sont pas comme nous autres. Donc je pense que Donald Trump, politiquement, ce n'est pas bon, mais c'est un politique. Il donne ce que la population veut entendre. Alors, et il a été très applaudi lors de ce meeting en Caroline du Sud par ses militants, même si la droite ou la gauche est un peu divisée, mais il reste quand même en tête dans les sondages. Oui, il reste en tête dans les sondages du côté des Républicains. Vous savez, on a aux États-Unis quand même 2 mandats successifs, de soit des démocrates. Barack Obama a sevré, n'est-ce pas, les Républicains pendant 8 ans, n'est-ce pas, des couloirs du pouvoir. Et les Républicains entendent revenir à la charge. Les conditions actuelles, finalement, de menaces terroristes globales sur le monde sont un peu comme, on va dire, une manne tombée du ciel pour les Républicains, parce que plus que les démocrates, ils savent surfer sur cette nécessité de protection, n'est-ce pas, des Américains avec des mesures et parfois des annonces sensationnelles comme celle-là. Donc, on a, c'est pas seulement aux États-Unis, comme l'impression que la planète entière veut renouveler, on va dire, les relations et même les positionnements politiques, les positions classiques et les chapelles classiques politiques semblent de plus en plus être submergées. Vous l'avez certainement vu avec les régionales en France. C'est un peu le cas aux États-Unis où, Elie le disait encore, on a véritablement l'impression que le volet classique dévolu qui était un couloir aménagé, à travers lequel ou à travers lesquels ces couloirs-là, on pouvait même, a priori, avoir tout au moins les portraits robots de ceux qui allaient toujours faire partie des gouvernants, commencent à être bousculés aujourd'hui. On n'a plus de certitude et les populations se lassent de ce discours presque toujours correct et parfait qui a souvent été servi et répété avec des mises à jour on va dire, d'une génération à une autre. Et aujourd'hui, des gens comme Donald Trump sont en train finalement de bousculer ces acquis-là et de se positionner. Alors, quand vous voyez ce qui est arrivé à San Bernardino, après le Bataclan et tout ce qui est arrivé à Paris, ça pourrait justifier sa position. Moralement, ce n'est pas correct. Je préfère dire moralement un discours comme celui-là, ce n'est pas correct. Mais politiquement,
ça pourrait être correct pour lui. Quand on regarde le résultat, les tendances, les sondages, qui le placent aujourd'hui à un niveau où on n'aurait pas espéré, sur le plan d'abord interne, au niveau de la primaire républicaine, et après même sur la perception au regard de la psychose qui gagne quand même les Américains. Donc forcément, on peut dire que ce monsieur sait sur quelle fibre il joue. Et quand il demande aujourd'hui qu'on n'accepte plus l'entrée des musulmans aux États-Unis, en réalité, je ne suis pas certain qu'il est convaincu que ce soit ça la solution à l'arrêt des tueries aux États-Unis, parce que ceux qui ont fait ça sont de l'intérieur. Le mal est déjà localisé à l'intérieur de l'espace et du territoire américain. Mais quand il surfe sur cette fibre-là, il sait que, même sans en être convaincu, les Américains vont se sentir consolés. Et parfois, dans cette psychose-là et dans cette perte de certitude sécuritaire, les populations se disent que quelqu'un qui nous tient un discours comme celui-là peut être, pourquoi pas plus rigoureux que ceux qui ont accepté ces entrées-là. C'est dangereux moralement, politiquement il en fait des gains. Maintenant, quand on va parler du politiquement correct, c'est vis-à-vis de qui? Des électeurs à qui il s'adresse ou bien de la morale en termes de la perception de ce que les autres voient des États-Unis. À l'extérieur, forcément, on va dire c'est inquiétant. Mais lui, il vise son électorat. Et cet électorat-là veut entendre ces choses-là. Cet électorat-là, à la limite, ne va même peut-être pas se limiter de flirter avec une extrême droite et peut-être retrouver des mouvements comme le Ku Klux Klan, qui a quand même un certain nombre de ficelles dans le Parti républicain. Donc, il faut être sincère et dire que ce monsieur sait exactement à quoi il joue et il sait exactement quelle est la portée des propos comme ceux-là. Et ce sont ces propos, d'ailleurs, qui le mettent en tête des sondages, vous l'avez dit. Voilà. Alors, quelqu'un que les sondages n'ont pas réussi à porter véritablement en triomphe, c'est François Hollande avec ces élections régionales qui se déroulent en ce moment du côté de la France. Le second tour, c'est prévu pour ce dimanche. Hollande, qui n'a pas eu pour son parti politique un résultat quand même assez appréciable, 23%, et pourtant les sondages annonçaient 50% de voix favorables. Alors c'est quand même un très grand contraste, Patrick Kissandovo. Oui, un contraste. Vous savez, Hollande, certainement, pendant cette période de crise, en a tiré profit personnel. Les sondages sur le plan individuel lui sont favorables, comme cela n'a jamais été le cas depuis son accession à la magistrature suprême en France. Personnellement, le chef de guerre François Hollande s'est vu remonter dans les sondages. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les régionales, surtout en France, ont souvent été l'expression d'une autre vision de la part des Français. Très souvent, ce qu'on ressort comme résultat dans les régionales sont la réponse que les populations envoie à un gouvernement en place. Et vous allez vous rendre compte que, à quelques exceptions près, le parti au pouvoir a souvent du mal à s'en sortir dans les régionales quand, on va dire, le niveau de vie ou alors les conditions des populations françaises ne sont pas à un niveau acceptable. Ça a souvent été le cas. Même si on avait des sondages ces derniers temps au regard de la crise qui donnait une tendance à la vérité depuis presque une année, il était presque perceptible que la gauche allait perdre les régionales. Plus d'un sondage l'avait démontré. Et ça n'est pas forcément du fait de la force de la droite, mais c'est surtout du fait de ce nouveau discours qu'on ressent dans la génération qui succède à Jean-Marie Le Pen. Ses filles, Marion et ensuite l'aîné. Ces dames Le Pen-là sont en train de donner un discours attractif. Elles ont l'éloquence, elles ont la beauté pour elles, l'intelligence, elles ont la capacité de parler aux Français et de toucher les problèmes quotidiens des Français. Alors ces jeunes dames sont en train de basculer le paysage politique français. Et vous allez vous rendre compte que même la droite, Sarkozy en premier, vient surfer sur le discours de ces dames-là pour essayer de grappiller davantage quelques éléments de la droite qui ont basculé à l'extrême droite. Et c'est ça la réalité en France. Quand vous voyez aujourd'hui le FN en tête au premier tour, mais on se croyait à cette élection où Jospin a dû renoncer à sa carrière politique. Vous voyez, c'est la réalité en France et la psychose de ces attentats-là, la difficulté que les Français ont au quotidien, les restrictions budgétaires, ainsi de suite, ça se vit dans les régions. Et quand on veut répondre ou bien envoyer un signal à ceux qui nous gouvernent, c'est à travers les régionales. Et si vous avez un Front National qui vient avec un discours
qui voudrait remettre aux Français ce qui appartient aux Français, qui voudrait limiter les facilitations d'accès des réfugiés, comment on appelle, des migrants, ainsi de suite dans les régions, puisque c'est dans les régions que ces personnes sont accueillies majoritairement. Il va de soi que le discours du Front National, un discours embelli cette fois-ci, hein, dénudé des frasques du père Le Pen, dénudé de l'excentrisme du père Le Pen, mais surtout centré sur une valeur nationaliste. Voilà la fibre sur laquelle la nouvelle génération du Front National est en train de surfer aujourd'hui. Et je peux vous garantir que si rien n'est fait, au regard des tendances et des discours prononcés par Sarkozy et de l'hésitation de la classe classique politique française, si rien n'est fait, c'est un résultat qui va continuer à gagner en termes de marge. Et les circonstances actuelles de psychose terroriste et de menaces sécuritaires plaident en la faveur de ces jeunes dames et du Front National. Marine Le Pen, qui est aujourd'hui très adulée en France, portée en triomphe. Elie Smith disait hier, dans le cadre de la soirée d'information, que les Français voudraient attendre notre discours. On veut voir de nouvelles personnes diriger le pays, mais il faut quand même dire que ce qui fait également la force de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux, elle sait dire à Hollande ce qu'elle pense ou à Nicolas Sarkozy, et on l'a vu récemment lors d'un sommet de l'Union européenne où elle a taxé François Hollande de vice-chancelier allemand. C'était quand même très osé. Oui, c'était très osé. Vous savez, la peuple ou la populace, comme on veut dire, c'est une bonne communicatrice. Il veut ou elle veut l'entendre, une communication, le langage terre à terre. Quand vous vous mettez un peu dans les gros mots, par exemple, quand un économiste parle, il parle de PIB et tout comme ça, la population ordinaire s'en moque royalement. Le monsieur ou la dame à côté veut savoir comment elle va dormir, comment elle va manger, comment son enfant en allant à l'école ne va pas être agressé ou racketté. Voilà un peu ça. Et puis quand elle a dit Monsieur François Hollande se comporte comme le vice-chancelier, ce n'est pas faux. Et puis, elle touche un peu avec le fibre nationaliste français. Il faut savoir que les Français, quelles qu'en soient les relations qu'ils ont eues entre De Gaulle et Adenauer, que ça continue avec François Mitterrand et Helmut Kohl jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cet ressentiment, une certaine jalousie, une certaine haine vis-à-vis de l'Allemagne. Et cette jalousie est née aussi ou est perpétuée du fait que pendant que la France est en train de souffrir, l'Allemagne, qui utilise le même héros, est en train de prospérer. Les gens croient, et moi aussi je pense que l'Allemagne est en train de réussir à avoir ce qu'elle n'a pas pu avoir ça par Adolf Hitler avec les armes. Elle utilise ça économiquement. Donc voilà ça aussi, voilà les choses. Et quand elle dit comme ça, elle touche à la fibre. Et puis deuxièmement, François Hollande ou Nicolas Sarkozy n'a pas les mêmes marges de manœuvre comme par exemple Cameron au Royaume-Uni. Parce que François Hollande ou Nicolas Sarkozy avant lui est extrêmement englué dans l'Union européenne, extrêmement englué dans ce qui dit le partenariat entre la France et l'Allemagne, qui fait qu'il y a les marges de manœuvre qu'ils ne peuvent en avoir. La grande question est ceci. Pourquoi, par exemple, le alter ego français, en Angleterre, c'est le UK Independent Party, ne réussit pas comme le Front National est en train de réussir? Tout simplement parce qu'en Angleterre, les politiques utilisent aussi, les politiques classiques, les mots aussi brutaux ou vulgaires que le Front National ou les partis extrêmes, et puis ont une plus grande marge de manœuvre à agir que les politiques françaises traditionnelles. Voilà le danger, parce que les Français veulent avoir une France indépendante. La France aujourd'hui, c'est comme une province de Bruxelles. Tout vient de Bruxelles. Et vous savez, dans la loi communautaire, les lois venues de Bruxelles sont prépondérantes aux lois nationales. Donc voilà les choses. En dehors du problème de pauvreté, crise économique, l'arrivée, la montée de l'islamisme, ce qu'on vient de voir, il y a ce problème déjà aigu que le Front National et les Français demandent. Donc, ils parlent le langage que les gens veulent voir. Et si vous transposez ça au Cameroun, au Cameroun occidental, il y avait deux politiciens à l'époque. Il y avait Foncha et Indeli. Foncha n'avait pas fréquenté, n'avait pas fait de grandes études, il n'était qu'un enseignant. Et en face de lui, vous avez Indeli qui a fait Oxford, je crois Oxford Cambridge, mais un brillant orateur. Mais pendant la campagne pour l'unification, Foncha lui est ridiculisé, tout simplement parce que Foncha utilisait les mots que la population voulait entendre. Par exemple, Foncha ne disait jamais Nigeria, il disait Ibo. Parce que c'est quand tu dis Ibo, dans le ressentiment des anglophones camerounais, ils avaient une haine contre les Ibo, comme les Ibo sont aussi haïs par d'autres nationalités au Nigeria. Donc,
Et par contre, Indeli était un grand hit sur les gros mots, et que les gens ne comprenaient pas en anglais au lieu de parler en pidgin qui est la langue nationale. Donc là-bas aussi, le Front National utilise les mots qui font mal. Et comme il a dit quelque chose, il faut que la classe politique française fasse attention. J'ai vu les éditoriaux qui parlaient du chaos, du choc, les choses comme ça. Les gens ordinaires en France s'en foutent royalement. Ce que le Français veut, c'est que l'économie change, le chômage baisse. Voilà ce qu'il faut, et il faut aussi la sécurité. Et pour conclure, moi j'ai vu qu'en dehors des problèmes internes français ou européens, le Front National c'est le seul parti politique, on peut l'aimer ou pas, qui parle des problèmes même qui touchent les pays africains, des droits de l'homme, de la dictature, la multiplicité des mandats, la violation des constitutions, que la classe politique classique n'en parle pas. Merci, monsieur, d'être passé par ici ce matin pour commenter avec nous cette actualité. On se retrouve ce soir dans le cadre de la soirée de l'information. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition. Restez fidèles à nos programmes qui se poursuivent.